Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Panorama Média, 3 sujets au menu de ce numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité sur la RTB2. Dans un premier temps, nous parlerons de la situation sécurité au Sahel avec le sommet de Pau en France. Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur la présidentielle de 2020 au Burkina avec déjà cette inquiétude de l'opposition au sujet du vote des Burkinabés de l'étranger. Et enfin, dans la troisième partie, nous évoquerons un sujet qui a aussi défrayé la chronique cette semaine. C'est la crise à l'IAM Bobo, l'Institut africain de management. Une crise née suite à la décision de l'administration d'exclure des étudiants. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau 4 invités, 4 journalistes qu'on ne présente plus. À ma gauche, Moutamou Kani, directeur de publication de l'Express du Faso. Kani, bonjour. Bonjour, bonsoir. Et juste à côté, Ismaël Satouné, Paris, journaliste, reporter à la RTB2 Télévision. Paris, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Ahmed Zeb. Et à ma droite, d'abord, Serge Thier, journaliste à la radio LPC, la radio Liberté de Paris de communiquer. Serge, bonjour. Bonjour. Et enfin, Ahmed Zerbo qui continue de fêter sa décoration. Zerbo, bonjour. Bonjour, M. Sano. Merci. Voilà donc pour ce qui est du décor de ce numéro de votre émission Panorama Média de ce dimanche 19 janvier 2020. Place au débat à notre premier sujet, le sommet de Pau en France. Une rencontre initiée par Emmanuel Macron avec les chefs d'État du G5 Sahel qui se sont prononcés en faveur de la poursuite de l'engagement militaire de la France dans la lutte contre le terrorisme auquel leurs pays sont confrontés et la France qui a décidé de l'envoi de 220 militaires supplémentaires pour les aider à combattre ce fléau. Alors comment appréciez-vous ces conclusions du sommet de Pau? Et Serge? Oui, le sommet de Pau, moi je peux le dire. Pau avec P-A-U, oui, à ne pas confondre avec Pau du Burkina. Du Burkina, Oui. P accent complexe sur O, Oui. ici au Burkina. Et il faut dire que le sommet de Pau, pour moi, au-delà du débat lié à la façon dont les chefs d'État ont été convoqués, pour moi le sommet de Pau, pour moi c'est pas trop tôt. Parce que... Trop tôt Oui, c'est pas trop tôt parce que la crise terroriste sécuritaire auquel on fait face a commencé au Mali et l'opération Barkhane s'est transformée par la suite. D'abord c'était Serval, c'est devenu Barkhane, ça fait des années. Et quand vous travaillez ensemble, à un moment donné, il va falloir vous retrouver pour pouvoir faire le bilan. Et c'est pourquoi j'ai dit le sommet, c'est pas trop tôt. Ça veut dire qu'en fait, il est le bienvenu. Maintenant, c'est un bilan d'étape, mais c'est un bilan, à mon sens, mitigé. Mitigé parce que d'abord on a perdu trop de temps dans cette histoire-là avant de venir se retrouver pour pouvoir tirer des conclusions, essayer de réadapter les choses à la situation du terrain. Mais pour moi, en une journée, est-ce que vraiment on peut évoquer tous les problèmes? Bon, heureusement, le président Roch-Marc Christian Kabore l'a dit, qu'ils reconnaissent qu'à certains niveaux, il y a eu des échecs, ça c'est bien. Mais ce qui m'a gêné un peu dans les conclusions qu'on a tirées, c'est qu'il n'y a pas eu de message en direction des populations. Et ça m'a suffisamment gêné parce que... Il y avait un sentiment anti-français par rapport... Bon, le sentiment anti-français, ça s'explique. Hein. Les gens sont arrivés à cette conclusion. Pourquoi? Vous voyez les Français, lorsque la crise commençait au Mali et que les gens étaient aux portes de Bamako, les Français sont intervenus assez rapidement pour faire repartir ceux qui sont venus. Alors on n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, les mêmes Français n'arrivent pas à mettre fin totalement à cette situation. Donc bon, c'est ce qui explique certainement ce sentiment anti-français. Mais pour moi, les populations ont un rôle assez important à jouer dans cette affaire. Et il n'y a pas eu de message en direction de ces populations-là. Parce que ceux qu'on appelle aujourd'hui les terroristes, que certains appelaient au départ les djihadistes et autres, ce n'est pas une génération spontanée, ils ne sont pas sortis de nulle part. Et ça, cette donne-là n'est pas trop prise en compte. Vraiment analyser. Voilà, n'est pas trop prise en compte. Et puis bon, l'autre élément aussi, que dans les conclusions qui m'a un peu gêné, c'est que de façon claire, on n'a pas parlé des questions de gouvernance dans les pays où il y a des problèmes de sécurité. Parce que c'est l'une des raisons aussi
qui fait que certaines personnes frustrées, parce qu'il ne faut pas concevoir la face, hein, ce n'est pas un conflit international, c'est des conflits locaux, c'est des situations qui se passent au niveau local et souvent les problèmes de gouvernance sont à la base des problèmes qu'on rencontre. D'accord, donc en clair, vous êtes dessus. Est-ce que Kani, vous avez aussi le même sentiment? Oui, parce que le sommet de Pau, je l'avais déjà dit ici sur le même plateau. En fait c'est un sommet qui a été organisé juste pour crédibiliser ou encore permettre aux chefs d'État de dire oui, nous voulons que la France reste avec nous. C'était pour répondre à une question bien précise. Voulez-vous de la France en Afrique? C'est tout, moi c'est ce que j'ai compris, parce que le sentiment anti-français étant né à un moment donné et repris à un niveau donné de responsabilité telle que les dirigeants, chez nous par exemple, notre ministre de la Défense en son temps l'avait dénoncé. Alors donc vous comprenez qu'à un moment donné la France était gênée et il fallait effectivement que les chefs d'État au plus haut niveau disent oui, c'est nous qui voulons que la France soit là. Et ce n'est pas pour rien qu'à ce sommet-là, on prit part un certain nombre de personnalités, c'est que le président de la Commission de l'Union africaine, de l'Union européenne et même le secrétaire général des Nations Unies. C'était pour prendre tout ce monde-là à témoin qu'effectivement, la France n'est pas là pour piller nos ressources comme le fait comprendre une certaine opinion, oui, mais qu'elle est là pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Et je l'avais déjà dit encore ici, en fait, il ne faut pas se leurrer. Actuellement, nous n'avons pas les moyens, sur le plan militaire et même sur le plan du développement. Peut-être, il a été dit, contrairement à ce que Serge dit, certainement qu'on n'a pas trop appuyé là-dessus, que effectivement la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement militaire. Oui. Elle est aussi une question de développement harmonieux de toutes les zones dont il est question. Et c'est pourquoi d'ailleurs... Il y a plus la gouvernance. Exactement. C'est pourquoi d'ailleurs à Pau, il a été aussi question, non seulement sur le plan militaire, ce n'est pas de la France seulement qu'on veut, mais il faut que d'autres partenaires se joignent. Et sur le plan du développement, il a aussi été question effectivement qu'il y ait d'autres partenaires qui puissent venir appuyer à ce que les actions de développement sur le terrain soient visibles. Et je crois que c'est ça qui est important. Mais moi, je suis désolé de comprendre qu'effectivement, ce n'est qu'à partir du sommet de Pau qu'on parle de ces choses-là. Et là, je le rejoins quand il dit que le sommet est arrivé un peu tard. Oui. Parce que si effectivement ce qui a été dit comme conclusion, ça fait plusieurs années qu'il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte que, par exemple, il faut focaliser la lutte sur les trois frontières, Burkina, Niger et Mali. Si c'est maintenant qu'on se rend compte que c'est ce qu'il fallait faire, mais moi je trouve, et là je suis d'accord avec lui, que c'est un peu tard. Parce que s'il fallait attendre après d'autant de morts, d'autant de personnes déplacées, d'autant de personnes frustrées, de militaires tués, qu'il fallait attendre après tout cela pour aller se retrouver et dire voilà ce qu'il fallait faire, que nous ne le faisions pas, et c'est maintenant nous voulons le faire. C'est pourquoi je dis que le sommet de Pau, c'est juste pour crédibiliser la présence française en Afrique. Maintenant, je suis désolé pour les panafricanistes, ceux qui voudraient ou qui étaient prêts à ce que la France quitte et qui continuent d'organiser d'ailleurs des manifestations pour demander le départ de la France. Je suis désolé, mais voilà, la réalité étant telle que aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous n'avons pas les moyens nécessaires sur le plan militaire et sur le plan de développement pour faire face au terrorisme. Il a dit, ce sont des conflits locaux, ce sont des conflits endogènes, dont les conséquences, dont les raisons ne sont pas seulement militaires. Il y a des frustrations à quelque part qu'il faut satisfaire, mais comment le faire? Nous n'avons pas les moyens. C'est peut-être toute la question. Exactement. Alors Zerbo, est-ce satisfait ou déçu de ce sommet de Pau? Vraiment, merci pour la parole. Je pense que les chefs d'État des pays de la sous-région se sont retrouvés. Du G5 Sahel se sont retrouvés à Pau pour échanger sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Je pense que les différents pays, en tout cas, ont clarifié leur position. La France a clarifié sa position. Le Burkina, les pays du G5 Sahel aussi ont clarifié leur position. Ce que l'on peut retenir, c'est-à-dire que c'est la participation active des forces françaises, effectivement, dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, puisqu'ils ont décidé de mettre en place en tout cas un commandement conjoint. Voilà, la force Barkhane et les forces du G5 Sahel. Alors, je pense que la lutte sera axée effectivement dans la zone des trois frontières et la lutte, c'est le groupe État islamique qui sera effectivement visé par ces forces-là.
Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'intervention de notre président Roch-Marc Christian Kaboré, qui effectivement a fait savoir qu'ils doivent rapidement engranger des résultats. C'est qu'il ne suffit pas de mettre en place des forces pour lutter contre effectivement les groupes terroristes, mais il faut aller à l'action. Il faut maintenant les résultats. Voilà, il faut les résultats et des résultats immédiats. Voilà, c'est vrai que bon, ils se sont rencontrés, les forces ont été mises en place. Maintenant, il faut aller à l'action pour effectivement sécuriser la zone, ramener effectivement l'administration dans les zones où en tout cas les forces du mal en tout cas terrorisent les populations. Voilà, c'est ce que moi j'ai en tout cas. Mais vous êtes satisfait ou pas de ce sommet? Pour le moment, en tout cas, moi je suis satisfait, puisque c'est vrai que les gens, en fait, les forces ont été mises en place, ils n'ont pas entrepris en tout cas de faire des actions, mais pour le moment, ce qui est déjà fait, à mon avis, en tout cas, c'est satisfaisant. D'accord. Ismaël Paré. Ok, merci bien. Moussa, si vous le permettez, avant de répondre à la question, je voudrais faire une virgule. Ok, donc j'attends la question alors. Bon, d'accord. Ce sommet, comment est-ce que vous analysez les conclusions? D'accord. Ok, je disais tout à l'heure qu'avant de répondre à cette question, je voudrais, si vous avez votre permission, faire une virgule pour présenter des excuses à nos téléspectateurs, parce que vous vous rappelez très bien que la semaine passée, le débat quand même a été un peu houleux, et certainement que... C'était pas joli à voir. Bon, il y a des... Même nous qui sommes là. Il y a certainement des propos qui on a été durs par moments dans les propos. Bon, ça peut arriver parce que nous sommes dans la logique du débat aussi. Quoi qu'on dise, ce qui prévaut, c'est vraiment... nous sommes une chaîne qui éduque. Il est assez important et à un certain moment qu'on puisse clarifier nos positions, voilà, pour éclairer davantage aussi. Voilà. Donc il y a cet élément-là qui est assez important. Donc nous présentons humblement nos excuses à tous ceux qui se sont sentis frustrés. Mais c'est ça aussi la guerre des idées. Et à mon corps, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok, merci. Voilà. En tout cas, ça serait toujours comme ça, à cause de la pertinence surtout des thèmes qui sont évoqués. Voilà, on n'est pas obligé d'épouser les mêmes idées, mais c'est ce que le Koro Kane a dit. On peut être courtois, même si on ne partage pas les mêmes idées. Ok, merci bien pour la précision. Okay. Et pour revenir à Pau, je pense que ce sommet a permis à la France d'être située. Parce que quoi qu'on dise, Macron en avait marre d'entendre tous les jours la France a fait ceci, la France a fait cela, etc. etc. Ça l'énervait peut-être. Bien sûr, ça l'énervait. Aujourd'hui aussi, vous remarquez qu'en Afrique, il y a quand même une bonne partie de l'opinion qui réclamait, en tout cas le départ, ou encore qui continue de réclamer le départ des forces françaises. Maintenant, à Pau, je pense qu'il a eu l'occasion de réitérer cela au chef d'État. Si un État veut aujourd'hui que la France quitte, demain matin, la France va quitter. Donc, il a été clair. Et bon, je me dis que certainement que les chefs d'État ont dessus plus d'un, parce que les gens s'attendaient à ce qu'on dise, bon, on ne veut plus la force française en Afrique, on ne veut plus, etc., etc. Donc, de ce côté, je voudrais m'aligner derrière ce que Kane a dit. Pour le moment, c'est un processus. On n'a pas les moyens. Bien sûr, mais il faut évaluer les forces. Et nous savons aujourd'hui que, vous voyez que tout ce qui a été dit, qui a été ressorti à Pau, on a reconnu l'intervention des forces internationales, notamment même les forces américaines, et on a demandé à ce que les Américains restent. On a reconnu l'apport de la force Barkhane, notamment de la France. On a même reconnu la nécessité de mutualiser les forces. Donc ça veut dire que la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme ne peut aboutir que si et seulement si les gens se mettent la main dans la main, les gens se mettent ensemble. Mais maintenant, il est vrai par moment qu'on peut penser que la France ait une position ambiguë, on peut penser que la France ait une position qui n'est pas assez claire, mais c'était le lieu quand même pour les chefs d'État africains de dire clairement qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on met dans la relation G5 Sahel-France, comment on doit définir les compétences, parce que vous voyez qu'il est ressorti un peu même la compétence de la force Barkhane, quand est-ce que la force doit intervenir en coalition bien sûr avec d'autres forces locales ou encore militaires présentes sur les lieux. Donc en réalité la France va partir, mais pour le moment elle est bien présente. Elle s'est même renforcée. Oui, bien sûr. Elle envoie plus de 220 soldats qui viennent s'ajouter. Et justement, à ce niveau, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, tout cela est beau. Mais ce que les gens attendent,
c'est les résultats probants dont a parlé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Parce que les gens ne peuvent plus continuer, que ce soit que la France reste ou qu'elle parte, les gens ne peuvent plus continuer. On en a assez de discours. Surtout des discours, les gens veulent des actions concrètes sur le terrain, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique, et même, et surtout sur le plan du développement. C'est à quoi les gens s'attendent. Parce que on ne peut plus continuer à vivre dans cette situation d'insécurité, de stress permanent. Et ça joue énormément sur les conditions, c'est-à-dire sur le développement de façon générale, et l'économie surtout. Parce que si vous remarquerez, ce que nous sommes en train de vivre, quand les gens disent la vie chère, tout cela contribue. Regardez le côté tourisme, l'hôtellerie. Tout est pratiquement mort. Alors donc ça ne peut pas continuer, il faut vraiment travailler rapidement à ramener, comme ils l'ont dit, l'administration d'abord dans les zones de terrorisme, pour permettre aux populations de réintégrer leur territoire et de continuer à travailler. Et Serge, à travers ce sommet, voilà, une question d'abord, à travers ce sommet, finalement, qui a le plus gagné? Est-ce les pays du G5 Sahel ou la France elle-même? Personnellement, je me dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de quelqu'un gagné. Quelqu'un gagné parce que avant même qu'on aille au sommet des Pau, les chefs d'État du G5 Sahel se sont réunis au Niger. Ils avaient déjà clarifié leur position. Donc, je ne peux pas dire ici qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Mais c'est avec le temps, on verra bien. Moi, personnellement, je trouve que le fond du problème, on ne l'a pas posé. Et dès qu'on n'a pas posé le fond du problème, le fond du problème, je dis que ceux qu'on appelle les terroristes ou les djihadistes, ils viennent d'où? D'où ils sortent? C'est qui? Et pourquoi? Comment ils font pour s'armer? Comment ils font pour être si résilients? Si résilients. Ça fait combien d'années le Burkina, le Mali, le Niger, on travaille à mettre fin à cette question d'insécurité, on n'y arrive pas. Les Français sont là. Mais si vous allez à l'aéroport de Niamey, j'y suis allé. Si vous voyez la base et la flotte des Français et des Américains qui est à l'aéroport de Niamey, vous ne pouvez même pas vous imaginer que cette affaire-là va durer. Une semaine. Mais ça dure. Ça veut dire qu'en fait, c'est très bien enraciné. Et la solution militaire, on en parle, c'est vrai. On parle de développement, Kani parlait tout à l'heure, on parlait de développement, peut-être qu'ils l'ont survolé. Mais moi je dis... Mais le développement ne se fait pas en un seul jour. Je dis qu'il appartient à nos États de pouvoir eux-mêmes commencer à prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités, c'est quoi? Les Français viennent, ils nous assistent. Les Américains, ils nous assistent. Peut-être même d'autres forces vont venir nous assister. Mais nous-mêmes, au niveau de notre gouvernance, il faut qu'on soit sérieux. Ici au Burkina, on s'est retrouvé avec une loi de programmation militaire et à la fin de l'année, le budget n'a pas été totalement épuisé. Et ça, ce sont des réalités. Et on refuse de faire le point. On refuse de faire le point. Même le secrétaire, au niveau de l'autorité supérieure de contrôle de l'État, on l'a dit, il y a des problèmes. Donc si nous-mêmes, on ne prend pas sur nous de régler nos problèmes de gouvernance, on peut déployer toutes les forces qu'on veut dans le Sahel. On va se retrouver toujours avec une partie de la population qui se sent frustrée et qui va se mettre en marge de la République, qui va prendre des armes. D'accord. Et Ahmed Zerou, est-ce que vous pensez que ce sommet peut permettre quand même de calmer les sentiments anti-français? Calmer les sentiments anti-français... Parce qu'on a vu que les manifestations se poursuivaient. Oui. Vous savez que les uns et les autres l'ont dit, seuls nous ne pouvons pas lutter contre les terroristes. Les pays africains seuls ne peuvent pas. Sans l'apport des autres, de la France et les autres pays européens qui vont venir effectivement. Bon, pour le moment, c'est la France qui est active sur le terrain. Qui est en première ligne. Voilà, en première ligne. Les autres pays interviennent effectivement dans le domaine de la formation, voilà, des différentes forces militaires voilà, dans les pays du G5 Sahel. Alors, il faut dire que seul on ne peut pas lutter contre les terroristes. C'est vrai qu'il y a le sentiment anti-français qui est là, puisque, entre-temps, Barkhane aussi, effectivement, sa présence sur le terrain, les populations ne comprenaient pas. Ils sont présents sur le terrain, mais malgré leur présence, on tue. Alors qu'ils ont des moyens, effectivement... On doute peut-être de leur collaboration, de leur franche collaboration. Mais justement, c'est ce qui alimente effectivement ce sentiment anti-français. Et c'est pas pour rien, les gens disent que la France est là pour effectivement ses intérêts.
quelque part, je pense que ces populations ont raison. Parce que quand on prend effectivement les sociétés, il y a des sociétés françaises qui sont ancrées ici, dans les pays africains, dans les colonies françaises. Voilà. Les ex-colonies. Voilà, des ex-colonies françaises. Je peux parler de Bolloré, Saga, et puis ainsi de suite. Alors, il y a ce sentiment qui est là, Elf au Congo et autres là. Donc, je pense que c'est l'union qui fait la force. Les forces qu'ils ont mises effectivement en place doivent effectivement travailler en mutualisant leurs forces dans le domaine effectivement des renseignements. Puisque les Français, ils ont les moyens pour effectivement voir les mouvements des groupes terroristes sur le terrain. Oui. Voilà. En matière de renseignement, vraiment, ils sont effectivement en avance sur les pays, nos pays, le Mali, le Burkina et puis le Niger. Alors, je pense qu'il faut forcément effectivement mutualiser ces forces-là pour venir à bout de ces groupes terroristes. Et surtout les résultats. Alors, pareil, est-ce que vous pensez que quelque chose va changer dans les jours à venir? Parce qu'en entendant le terrorisme, les attaques se poursuivent. Oui, quelque chose va changer. Naturellement, c'est le souhait de tout le monde. La situation, elle peut se dégrader tout comme elle peut s'améliorer. Mais le souhait de tout le monde, c'est que la situation quand même s'améliore. Et c'est ce que, voilà, c'est ce que tout le... Parce que même situation, cette situation que presque l'Afrique de l'Ouest vit, ça n'arrange personne. Même la France elle-même qui est la patrie, mais ça ne l'arrange pas parce que vous voyez, chaque jour son image est écorchée, chaque jour, parce qu'aujourd'hui la France travaille à redorer son blason, travaille à soigner son image parce que les critiques fusent de partout, même ce n'est pas sur le continent africain seulement, même sur le reste du monde. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui incriminent la France, qui mettent en évidence la position, en tout cas ambiguë. Oui. Voilà, il faut peser les mots de la France sur le continent africain. Parce que quoi qu'on dise, les gens sont persuadés et convaincus que la France si elle veut, elle est omnibilée rien que par ses intérêts. Donc ça c'est une réalité, même si tous les pays sont omnibilés ou motivés sur la base de leurs intérêts, mais on trouve encore que pour la France c'est encore plus évident. Mais maintenant, il y a Serge qui disait quelque chose qui est assez important parce que vous voyez qu'à Pau, on a effleuré un peu quand même la cause de ce terrorisme parce que la question libyenne elle est déjà été... connue. Oui, mais bon, les vraies causes c'est quoi? Qui arme ces gars? Il a posé un certain nombre de questionnements qui sont assez intéressants. Voilà, mais bien sûr, donc alors que on ne peut pas, souvent on s'attaque aux conséquences et on laisse les causes parce que quoi qu'on dise, c'est les causes qui produisent en réalité les effets, etc., etc. Donc la question libyenne c'est ça. Si on ne règle pas, je pense que les chefs d'État ont eu le courage de le dire, en tout cas si on ne règle pas la question de la Libye, le terrorisme va toujours demeurer. Parce que c'est là le vrai problème. On laisse des gens dans le désert, sur une superficie incalculable qui n'est pas maîtrisée, où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de foi, où il n'y a pas de pouvoir, où même le territoire même n'est pas délimité. Et des gens s'arment. Chaque jour, ils ont des armes, etc. Et nous voyons que c'est des pays européens qui sont à la conquête de ces personnes-là parce que ça fait le deal de beaucoup de... Regardez un peu Haftar, regardez un peu la position de la Turquie, regardez un peu la position de la France, des autres grands pays européens qui sont par moment avec le général, avec le chef qui est reconnu par la communauté musulmane et l'autre qui n'est pas reconnu. International, oui. Autant pour moi, et vice-versa. Donc ça veut dire que c'est la guerre des positions et c'est là le vrai problème. Il y a même le sommet qui se tient. Pour changer de sujet. Non, en fait, je voulais ajouter, et c'est pourquoi le volet politique a été évoqué au sommet de Pau. Et je voulais dire quelque chose. Vous voyez, souvent notre problème le plus... qui crée plus de problèmes par moment, c'est nos intellectuels. Les intellectuels refusent de reconnaître la vérité. Regardez aujourd'hui que des partis d'opposition tentent de surfer sur le terrorisme. C'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, avec des journalistes, aujourd'hui, ce sont ces gens qui organisent pour dire la France n'a qu'à quitter parce que c'est aujourd'hui un sentiment sur lequel il peut jouer pour se rendre populaire. Et ça, c'est extrêmement grave. Allez-y dire aux populations de Dori ou de Gorongoro ou d'Arbinda que vous voulez que la France quitte.
si ce n'est pas vous qu'on va faire quitter d'abord. Parce que les gens vivent des réalités. Et ceux qui ne vivent pas les réalités, c'est ceux qui jouent à ce jeu-là. Et c'est extrêmement grave. Parce que la situation ne mérite pas du tout que quelqu'un l'utilise à des fins politiques. C'est pourquoi d'ailleurs, vous avez vu à Niamey, les gens qui ont tenté de marcher, je crois que c'était vendredi ou samedi, on les a dispersés. Parce que ce volet-là doit être vraiment étudié et mis en œuvre. D'accord, donc la transition est bien trouvée. On passe à un autre sujet. Pour parler de la présidentielle de 2020 avec déjà cette inquiétude de l'opposition qui accuse le parti au pouvoir de vouloir saboter le vote de la diaspora, sentiment exprimé cette semaine à Ouagadougou au cours d'un point de presse. Alors, comment comprenez-vous cette inquiétude de l'opposition, Serge? Moi, je ne suis pas surpris parce que c'est le débat qui a commencé avec les documents de votation qui se poursuit. C'est ce qui se poursuit, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que certains ont le sentiment que l'électorat va venir singulièrement de la Côte d'Ivoire et que ça va leur permettre de se positionner au niveau national. Mais en même temps, quand j'entends l'opposition dire ça, je me demande s'ils se sont concertés avec le chef de file de l'opposition. Parce que lui, dans une... C'était au cours d'un point de presse du chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, Zéphirine Diaby, lui-même a dit que toutes les tendances leur sont favorables pour 2020. Parce que, il a dit, les grands partis qui sont sur l'échiquier politique burkinabé, à part le MPP qui a les manettes du pouvoir, les autres sont dans l'opposition et qui sont en train de finaliser un accord. Donc à ce niveau-là, maintenant, les présidentielles de 2015 d'abord, la participation c'était combien? 60%. Il y a 40%. Mais en Afrique, c'est un taux qui est déjà fort. Non, moi je suis au Burkina. Je n'ai pas dit que le taux est faible. Hein. J'ai dit qu'il y a 40% qui ne sont pas allés voter. Si vous avez ces 40%-là avec vous, c'est clair que vous allez battre celui qui a remporté les élections. Ça fait un. De deux, les gens qui sont à l'étranger, ce n'est pas voter là qui les a amenés à l'étranger. Hein. Ce qui les amène à l'étranger, c'est améliorer leur quotidien et essayer de venir réaliser des choses au pays. C'est ça qui les envoie là-bas. Donc, ne comptez pas sur eux pour parcourir des kilomètres parce que les histoires de vote là, ce n'est pas une priorité pour eux. Ça, il faut que les gens comprennent. Maintenant, on crie vite au loup. On a commencé les enrôlements en début janvier. Oui, le 4 janvier. Et déjà, on commence à crier au loup qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Mais vous, les gens de l'opposition, qui vous dit que ceux qui se sont inscrits vont voter forcément pour vous? Il y a ça aussi. Donc, il va falloir qu'ils proposent au Burkinabé un certain nombre de choses. Écoutez, voilà les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Voilà les solutions que nous, on propose. Je pense qu'à partir de là, même si c'est 10 personnes qui vont voter, les 10 personnes-là, ils peuvent avoir la majorité au niveau de l'opposition et puis se retrouver au pouvoir et puis faire le bonheur des Burkinabés. Ahmed Zerbo, est-ce que vous comprenez cette inquiétude de l'opposition? Oui, ben, tu sais, dans le domaine politique, ça a toujours été comme ça. Hein. On élève toujours la voix pour effectivement se faire entendre. On se fait toujours victime. Voilà, il faut reconnaître que déjà, si l'opposition crie, il faut dire qu'il y a un problème qui est là, un problème sérieux qui est là, puisque bien avant, il y a quelques mois de cela, effectivement l'opposition s'était prononcée sur les documents de votation et aussi sur les lieux d'enrôlement, c'est-à-dire les ambassades et les consulats. L'opposition avait demandé à ce qu'on élargisse effectivement à d'autres, qu'on crée d'autres lieux, notamment dans les écoles, c'est-à-dire échanger avec les pays étrangers, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, ils peuvent en tout cas négocier, échanger des négociations, engager des négociations effectivement avec les autorités ivoiriennes, voir dans quelle mesure on peut effectivement créer d'autres lieux d'enrôlement. Voilà, donc il y a ce problème-là qui est posé. Et en plus de ça, vous voyez, à l'étranger, la plupart de nos compatriotes à l'étranger ne détiennent pas effectivement la CNIB ni des passeports, c'est des documents burkinabés. Voilà, c'est comment on appelle ça encore là, les cartes consulaires. Les cartes consulaires. Alors que ce document effectivement ne permet pas à l'intéressé de se faire enrôler. Donc il y a un problème qui est posé. La date c'est du 4 au 26 je pense. Oui. Alors que nous, ils n'ont pu que enrôler quelques personnes. Oui. D'après les chiffres, à la date du 14 janvier, c'était 1419 à travers tout le monde. Voilà. Entier. Donc tu vois, c'est insuffisant. Faut-il effectivement prolonger, en tout cas proroger effectivement la date? Donc c'est la question que l'opposition est en train de se poser.
Alors, je pense que si il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avant d'aller aux élections. Sinon, si on commence déjà avec des tractations, c'est pas exclu qu'après les élections, en tout cas, on ne tombe pas dans une crise. D'accord. Monsieur Fane. Non, au regard des chiffres que nous avons, par exemple, le chiffre que vous venez de donner, 1419 je crois qu'ils sont actuellement autour de 2000, quelque chose comme ça. Au regard des chiffres, effectivement, il y a des inquiétudes qu'il faut avoir. Alors que sur le terrain, on a vu quand les... Parce que le potentiel est de 1 million à 2 millions 500. Si du 4 janvier à aujourd'hui, on est à 2000, autour de 2000, c'est qu'il y a un problème. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Pourquoi les gens, c'est les chiffres qui parlent, hein. Pourquoi les gens... Ça, ce sont des chiffres aussi de l'opposition. Non, mais si l'opposition les a donnés, c'est qu'elle les a eus avec la CENI. Et c'est la CENI qui détient les chiffres. Et tout le monde peut vérifier ça. Donc, ce n'est pas forcément des chiffres... À mettre en doute, quoi. En tout cas, pour le moment. Donc, je vais dire qu'au regard des chiffres, il y a une inquiétude. Parce que, vous n'êtes pas sans ignorer que ces votes des Burkinabés de l'étranger exigent beaucoup d'investissement. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dedans. Si on doit mettre suffisamment d'argent, des milliards, pour 5000 personnes, à peu près, on suppose qu'à la fin, on va attendre peut-être ça. Si on n'atteint même pas le million, est-ce que c'est la peine vraiment qu'on investisse autant d'argent pour un si maigre résultat? Donc c'est inquiétant. Ensuite, la question qui se pose, pourquoi les gens ne se font pas enrôler? Ça, c'est une autre question. À qui la responsabilité? Alors qu'on a vu les meetings que les gens ont organisés en Côte d'Ivoire, tous les partis de la majorité comme de l'opposition, ils ont fait le plein et recto verso. Et aujourd'hui, comme on dit là, c'est le jour des jours qui sont jours. Mais malheureusement, le résultat n'est pas cela. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est là que l'opposition pose le problème des pièces de votation. Est-ce que les gens ont la pièce d'identité pour aller s'enrôler? S'ils ne l'ont pas, c'est pourquoi elle a demandé qu'on puisse, comme tu l'as dit, de proroger la date. Maintenant, une autre question importante. Pourquoi on n'a pas pris le temps, c'est-à-dire que les équipes de l'ONU, l'Office national d'identification, aillent avant pour faire les pièces d'identité, partout où cela est possible, avant l'enrôlement. Et on coïncide l'établissement des pièces d'identité avec l'enrôlement en même temps. Vous voyez, ça pose un problème. C'est des réalités. Ça veut dire que si vous n'avez pas pu vous faire établir une pièce d'identité, le délai étant arrivé, vous ne pouvez pas vous faire enrôler pour voter. Il y a un problème. Mais est-ce que la faute, il faut l'imputer forcément au pouvoir? Oui, bien sûr. Mais, bon, en tout cas, pour le moment, on n'a pas besoin d'attendre les élections pour enfin, non, ce n'est pas seulement le pouvoir, mais il y a la CENI qui devait prendre ses responsabilités bien avant et avoir un calendrier qui permette effectivement aux gens d'avoir la pièce d'identité et de se faire enrôler. C'est l'ONU. Non, oui, non. Mais la CENI, en fonction de son programme, peut dire à l'ONU d'aller faire ceci ou cela. Mais ça, c'est la CENI qui est chargée des élections. Alors, moi, ce qui m'inquiète aussi un peu, c'est le silence même du pouvoir et le silence de la majorité. Et là, quand c'est le cas, l'opposition a bien raison de voir qu'effectivement, on ne veut pas que les Burkinabés de l'étranger votent massivement parce que le pouvoir ne serait pas... voilà. C'est pas sûr. C'est pas, bon, ça c'est l'opposition qui le dit. Mais ce que je dis, au regard des chiffres que nous avons, il y a une inquiétude quand même. Je vais attendre la question. Comment est-ce qu'on peut justifier ces chiffres-là, cette inquiétude aussi de l'opposition? Bon, moi je dirais, comme ce que Kane a dit, l'inquiétude de l'opposition, elle est justifiée, parce que, bon, quoi qu'on dise, c'est normal, nous partons à des échéances électorales et c'est assez capital, parce que chacun est à la conquête du pouvoir. Donc, c'est assez... pas en janvier qu'on a su que les Burkinabés de l'étranger... Non, mais bien sûr, je suis d'accord que c'est un processus de longue date, mais si actuellement nous sommes à un moment, l'enrôlement a commencé depuis le 4 janvier dernier, et il doit prendre fin théoriquement le 26. Avec en tout cas tous ces potentiels électoraux qui est à l'étranger, n'oubliez pas la Côte d'Ivoire on a au moins plus de 2 millions de potentiels électoraux, et sans compter les autres pays. Si aujourd'hui on n'a pas 5000
On n'a même pas 5000 personnes qui se sont enrôlées. C'est tout à fait légitime pour l'opposition. N'oubliez pas que l'opposition a toujours clamé, a toujours parlé des documents de votation. Donc ça permet, ça donne quand même la substance à l'opposition de dire ce que j'avais dit par rapport à l'enrôlement. Je n'ai pas menti, je n'ai pas eu tort. Voici sur le terrain ce que ça donne. En réalité, c'est ça. C'est normal parce que moi, j'ai comme l'impression que est-ce que nous voulons réellement? Je ne suis pas un ambassadeur des ténèbres. Est-ce que nous voulons réellement que les Burkinabés de l'étranger votent? Parce que souvent, aujourd'hui, c'est des variables, c'est des comptables de démocratie, c'est des éléments sur lesquels on peut peser le degré de démocratie d'un pays. On peut estimer que voici, on a gagné en maturité, etc. Mais en réalité, est-ce que c'est ce que l'on veut? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'assurance d'avoir cet électorat. Parce que même que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, personne ne peut avoir cette assurance de maîtriser l'électorat de l'extérieur comme les électeurs de X villages ici au Burkina. Donc ça c'est assez important et ça c'est assez déterminant. Donc on a comme l'impression que comme si on va mais on ne va pas. Donc on fait de telle sorte que ceux qui sont déterminés, ceux qui arrivent à se munir de ces documents, ils vont voter, même si c'est 5 000, 10 000, 15 000 personnes, on va repartir encore, battre campagne pour avoir ces personnes. C'est un peu ce dessin que moi je vois. Mais maintenant, ce que l'opposition a révélé, moi je trouve que c'est assez légitime quand on parle de la centralisation des lieux, parce qu'il faut reconnaître que toute la diaspora n'est pas dans la capitale. C'est vrai qu'il y a des consulats, il y a les ambassades. Quelqu'un qui a 200 km, 400 km de la capitale d'Abidjan, par exemple, c'est difficile pour la personne d'aller à l'ambassade ou au consulat, etc. Donc, ce n'est pas évident, la priorité. Kali disait tout à l'heure, il parlait des recto verso qu'il y a eu. Moi, j'ai vu à la télé. Et ce n'est pas faux. Moi, j'ai vu... j'ai suivi la conférence de presse hebdomadaire de l'opposition. Oui. Ils ont égrené leur chapelet de choses. Mais à aucun moment, je ne les ai entendus dire que les files d'enrôlement étaient longues, surtout pour la CNIB, et que les gens, il y avait des lenteurs dans l'établissement. Ils n'ont pas posé le problème d'affluence. S'ils ne l'ont pas posé, c'est parce que certainement, il n'y a pas d'affluence. Et quand vous avez la possibilité de remplir des salles à Abidjan, en recto verso, le palais de la culture, vous avez, et même certains même sont allés remplir le palais des sports, vous avez la responsabilité de mobiliser vos militants. Maintenant, s'ils se sont mobilisés et qu'on a de longues files, et comme aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut facilement montrer des images, à partir de là, on comprendra que si il y a des raisons de proroger les délais. Il y a ça aussi. Parce qu'il ne faut pas faire asseoir. Quand il le disait, c'est beaucoup d'argent qu'on met dedans. C'est des missions. Alors, on ne peut pas faire asseoir des gens et puis ils sont là à se tourner les pouces parce que les gens ne viennent pas. Maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est Boaké, c'est San Pedro, c'est comment on appelle ça, Abidjan. Écoutez, je le dis, est-ce que le Burkina a les moyens financiers d'ouvrir des centres d'enrôlement pratiquement partout en Côte d'Ivoire? Parce que quand vous voyez les zones où il y a une forte concentration de Burkinabés... Parce que la Côte d'Ivoire, c'est comme un deuxième Burkina. Oui, quand vous voyez les zones où il y a une forte concentration de Burkinabés, mais c'est des zones qui sont... C'est vaste. On ne peut pas. Maintenant, ceux même qui sont à Abidjan, il faut qu'on arrive à les mobiliser. Moi, je le dis ici sur ce plateau, j'ai dit le consulat, sur l'ambassade du Burkina, l'espace qui est là, c'est tellement petit, on ne peut pas... Vraiment, on ne peut pas accueillir tous les Burkinabés qui vivent, ne serait-ce qu'à Abidjan. Voilà. Mais il faut que l'opposition nous parle d'affluence. C'est-à-dire qu'il y a de l'affluence et on n'arrive pas à satisfaire ceux qui se sont mobilisés. Parce que l'intérêt pour les élections, la façon dont les politiciens voient l'intérêt pour les élections, la population ne voit pas l'intérêt pour les élections de la même façon. Au Burkina, ici même, on a commencé à faire des opérations de délivrance des CNIB. Alors que ceux qui vivent au Burkina savent qu'il y a des élections en 2020.
Mais si on fait des opérations de délivrance de CNIB, ça veut dire que ces populations sont assises tranquillement. Elles savent qu'elles n'ont pas la CNIB, donc elles ne pourront pas participer aux élections, mais elles sont assises dans leur coin, donc il faut aller les tirer, les mobiliser pour qu'elles le fassent. D'accord. Et Ahmed Zerbo, est-ce que vous pensez qu'il y a... On peut faire quelque chose présentement pour changer la situation? Faire quelque chose pour changer la situation. Bon, parce que les chiffres. Oui, je pense que ce travail-là incombe d'abord aux partis politiques. Hein. Voilà, il faut effectivement inciter vos militants à aller se faire enrôler. Voilà, ce travail-là effectivement incombe aux partis politiques. Maintenant, les compatriotes qui sont à l'étranger, il faut savoir que les histoires d'élections là, c'est leur dernier souci en réalité. C'est leur dernier souci puisqu'ils sont allés à l'étranger pour effectivement chercher de l'argent. Alors, vous n'allez pas demander à quelqu'un de quitter une campagne ivoirienne pour se faire venir à Abidjan se faire enrôler. À combien de fois il va dépenser de l'argent. Voilà. Il perd du temps. Donc tu crois que ce Burkinabé là-bas accepter effectivement se déplacer, aller se faire enrôler? Non. Non. Je ne crois pas. Quelle est la solution à ce moment précis? Bon, la solution, c'était effectivement au niveau effectivement, des documents de votation. Si on avait effectivement élargi effectivement ce document-là à la carte consulaire, là aussi, c'est ce qui inquiète aussi le pouvoir en place. La crédibilité. Puisque, voilà, ça peut effectivement ouvrir une grande porte effectivement à la fraude. Et voilà. Et si on permet effectivement aux Burkinabés de l'étranger de voter avec, de se faire enrôler avec la carte consulaire, ça aussi, ça va poser un problème. D'accord. Ce qui inquiète effectivement le pouvoir en place. Oui, en fait, ce que je voudrais ajouter, il faut aussi que les gens ne perdent pas de vue que nous sommes une jeune démocratie. Ce qui, la France ou les États-Unis, la Belgique ou d'autres pays arrivent à implémenter, arrivent à faire, ils ont pris assez de temps pour le faire. C'est pas une excuse. Qui ont aussi réussi, ils ont réussi, mais, cette opération. Mais ils ont eu une histoire parce que nous avons amorcé la démocratie en 90. Dans les années 90, nous sommes quand même assez jeunes dans les questions de démocratie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chantiers qu'il faille d'abord, en tout cas, il faut travailler à assainir. Et ces choses-là vont venir. Parce que c'est des choses aujourd'hui qui demandent de gros moyens. Je prends l'exemple. En 2015, je pense que les élections passées, quand il y a eu, après les votes, quelque temps après, je pense que c'est le lendemain, on avait les résultats. Ça, c'est louable. Ça veut dire que nous sommes dans un processus et nous sommes en train de venir. Nous expérimentons pour la première fois le vote des étrangers à l'étranger. Ça ne sera pas des votes des Burkinabés à l'étranger, à l'extérieur. Ça ne sera pas sans faille. Est-ce qu'il faut aller pour aller? Est-ce qu'il faut vouloir faire avec tout le monde en prenant le risque aussi d'avoir des imperfections, d'avoir des choses qu'on ne maîtrise pas? Moi, je pense qu'il faut être sérieux, il faut être rigoureux. Mais maintenant, ceux qui pourront avoir la chance, ceux qui seront déterminés, qui vont être animés d'abnégation pour réunir les documents et aller voter, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, les échéances à venir, on pourra encore reposer le débat, on pourra encore voir comment il faut faire pour traiter ou encore pour parier aux éventuels ou encore aux insuffisances qu'on a eues. On se corrige. Donc, vous avez compris. Mais 30 secondes pour refermer ce sujet. Mais là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que pour la première fois, je crois que les Burkinabés de l'extérieur ont cette envie de participer à la vie de leur nation. Et ça, ils l'ont réclamé. Ils l'ont réclamé et ça a été démontré à plusieurs occasions. Et si pour la première fois que ces gens-là doivent voter, s'ils n'ont pas pu le faire, ou si on a mal organisé et cela n'a pas été le cas, je ne suis pas sûr que la prochaine fois, ils soient aussi motivés. Et ça peut décourager. Je pense que si nous avons mis les moyens, si nous avons voulu effectivement, parce que c'est devenu contradictoire par rapport à ce que tu disais, parce qu'on veut y aller et on ne veut pas y aller. Il y a un problème. Ou on y va, ou on n'y va pas. Parce qu'aujourd'hui, si effectivement, tous ceux qui ont été mobilisés, qu'on a vu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que les partis politiques ont mobilisé, mais si les gens ne voulaient pas, ils ne seraient pas venus. Mais si les gens sont venus, c'est qu'ils veulent. Mais maintenant, est-ce que tous les documents qu'il faut avoir pour le faire, est-ce que les gens les ont? Il faut les aider à les avoir. Il faut les aider à les avoir. S'ils ne les ont pas, ils n'iront pas. Et c'est là que se pose le problème. Parce qu'il faut faire en sorte qu'effectivement, comme les gens veulent participer là, qu'ils puissent participer. Sinon, la prochaine fois, là, s'ils sont découragés, mais on aura
En tout cas, on n'aura pas réussi. Je ne dis pas autre chose que ça. Hein. D'accord. Donc, on va refermer ce Voilà. sujet sur la présidentielle de 2020 au Burkina. Et on va passer à un autre sujet, le dernier, pour refermer donc cette émission, la crise à l'IAM Bobo, l'Institut africain de management, une crise née suite à la décision de l'administration d'exclure des étudiants qui auraient refusé de prendre part à une activité d'immersion dans une caserne à Bobo de Lasso. C'est vrai que la crise est terminée, mais maintenant il y a lieu quand même de situer les responsabilités. Selon vous, Serge, qui est ou qui était, qui est en faute? Qui est en faute? Moi, je ne vais pas tourner, c'est ceux qui n'ont pas pris part à l'immersion qui sont en faute. Parce que l'immersion à l'IAM, ce n'est pas la première année. Je crois que c'est la 11e édition. Si c'est la première fois que... Et c'est la première fois qu'un groupe d'étudiants... Une caserne militaire, n'oublions pas. Et c'est pas la... Je dis, l'immersion à l'IAM, ce n'est pas la première année. Et ce n'est pas la première fois qu'ils font l'immersion aussi dans une caserne militaire. Oui, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Et ceux qui ont participé, c'est au moins 600 étudiants. Ils se sont promenés dans la rue de Bobo de Lasso ici. Pour ceux qui les ont rencontrés, ils sont même allés à l'arrondissement 1 saluer. Et je me souviens qu'ils sont passés aussi au gouvernorat saluer. Ils sont même allés nettoyer au cimetière. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Et pendant que ça se déroulait, le directeur général, le DG, Benga, Benga était là. Même le PCA, il est jeune comme ça. Tu vois, c'est M. Diallo. Lui aussi, il était là. Et les étudiants de l'IAM, ce n'est pas seulement ceux de Bobo qui ont pris part à l'immersion. C'est tout IAM Burkina qui ont pris part à l'immersion. Avec quel objectif? Il a dit que c'est des futurs cadres de demain. Il va falloir leur inculquer un certain nombre de valeurs. Et même, ils ont fait la cuisine là-bas eux-mêmes, ils ont fait beaucoup de choses. Donc, on a tenté de faire en sorte qu'ils soient sociabilisés, que ce soit de bons leaders demain. Si vous vous souvenez, avec le mouvement scout, je sais que le grand frère Kani sait un peu ceux qui ont pris part au mouvement scout, quel genre de personnes ils sont devenus dans la société. C'est véritablement des vrais leaders. Et donc, je me dis que c'est ce qu'ils sont allés un peu apprendre. C'est dommage même qu'ils n'aient fait qu'une seule semaine. Moi, je me souviens, quand on était très jeune, chaque vacances, on partait faire le mouvement scout. Et ça, c'est en brousse. C'est même pas dans un camp militaire, c'est en brousse. Vous dormez même là-bas tout. Et donc, quelle que soit votre situation sociale du départ, vous vous retrouvez tous au même niveau. Donc, les bénéfices, c'est ça. Ceux qui ont fait l'internat, ceux qui ont fait les cités universitaires, savent aujourd'hui le carnet d'adresses qu'ils ont pu avoir parce qu'ils ont fréquenté ces milieux-là. Vous êtes à IAM Bobo, certains sont à IAM Ouaga, d'autres sont un peu partout. Quand vous vous retrouvez au camp pendant une semaine, c'est clair que vous apprenez à vous connaître davantage des relations se tissent. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que des étudiants qui n'ont pas participé ont perdu. D'accord. Monsieur Kane, est-ce qu'ici, c'est vraiment pas un problème de communication? Non, oui, peut-être un problème. Parce que de les étudiants disent qu'il avait été dit que c'est pas une activité obligatoire. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux parce que l'immersion, moi, j'ai rencontré Amel Diallo, lui-même personnellement. L'immersion fait partie du programme. Oui. Ça veut dire que... Qui est connu. Même si on ne vous a pas dit d'y aller, c'est un programme. Qui leur dit tous les matins de se lever et venir au cours? C'est même une note éliminatoire. Exactement. Donc, ça dit qu'à quelque part, il y a eu un refus délibéré d'y aller. Pourquoi? Même si, parce que moi, j'ai suivi un peu la situation, à un moment donné, pendant qu'ils étaient là, il y a eu des interventions pour dire aux étudiants qui sont à Bobo ici, d'y aller. D'accepter et de partir. Et parce que ce qui va suivre là, enfin, les sanctions qui vont tomber, ne leur seront pas favorables. Mais ils ont refusé d'y aller. Mais il y a au moins 4 qui ont suivi. Et les autres ont refusé d'y aller. Donc il y a un problème. Donc, je me dis que c'est expressément fait. Donc, effectivement, la sanction de les exclure, en tout cas, était la bienvenue. Heureusement qu'avec les négociations, les médiations, ils sont revenus sur leurs positions, mais à condition que les étudiants-là, même pas qu'ils acceptent, sont obligés d'aller faire l'immersion. Et ils vont le faire tout seuls. Et je crois que les conditions seront encore... enfin, c'est ce que je leur souhaite. Les conditions ne seront pas, en tout cas, meilleures que les premières. Et je crois que, pour finir sur ce sujet me concernant, je dis non, il faut qu'à Bobo, à un moment donné, on évite un certain nombre de comportements.
Vous voyez, c'est la première fois que l'IAM a ouvert à Bobo. Et l'IAM veut former des cadres compétents. Et si, franchement, des étudiants à cet âge-là ont ce courage-là de refuser d'aller participer à quelque chose, je ne crois pas que ce soit un bon exemple. Et il faut qu'ils évitent ça. D'accord. Ismaël Paré. Ok, merci. Je ne dirai pas plus ce que les uns et les autres ont dit. Hein. Moi, j'ai eu la chance de participer à une rencontre de tout ça avec le DG pour essayer de comprendre. Il faut aussi reconnaître qu'il y a eu un problème de communication, parce que quoi qu'on dise, chacun tire la chose à la couverture de son côté, parce que les étudiants nous ont approchés pour dire qu'ils ont même des enregistrements, etc. Il a été dit que ce n'était pas une obligation. Donc si ce n'est pas une obligation, c'est une option. Quand c'est une option, ça veut dire que c'est laissé au bon soin de l'étudiant. Mais on a eu le courage quand même de demander au DG, est-ce que c'est vrai? Il a répondu par la négative. Ça a toujours été une matière obligatoire. Il a dit à Ouaga, l'IAM a ouvert, ça fait plus d'une dizaine d'années, ça fait partie des matières. Et à Bobo, non, ce n'est pas l'étudiant qui choisit. Oui. À Bobo, l'année passée, ils voulaient le faire, ils n'ont pas pu parce qu'ils ne sont pas bien assis à Bobo. Vous voyez, ils n'ont pas de local, etc. Donc, ça crée un certain nombre de soucis. Donc, cette année également, c'était bizarre. Maintenant, ils se sont dit, si cette année, nous n'arrivons pas à le faire, mais ça démotive les étudiants qui le font à Ouaga. Parce que Ouaga va prendre l'exemple sur... Ils font peut-être avec plaisir. Oui, les gens sont à Bobo, ils ne le font pas. Donc, il nous a expliqué un peu le bien fondé, c'est ce que Serge a dit. Ça permet de sociabiliser. Il a dit que les étudiants viennent garer des véhicules que les enseignants n'ont pas. C'est ce qu'il a dit. Bon, ça c'est une question de chance, c'est une question de rang social. Oui. Souvent, il a même dit, pour reprendre ces mots, il dit qu'ils sont dans une richesse, j'allais dire, insolente. C'est ce qu'il a dit, ce sont les mots du DG. Et que c'est une semaine les permet de se retirer de la société, de partir dans un autre lieu, ils vont dormir à même le sol, sur des nattes. Ils vont être, en tout cas, débarrassés. Bien sûr, même les portables, sans portable, tout. Oui. Il dit que c'est une façon de montrer que... Voilà, de montrer qu'il y a une autre vie, etc. Donc, du coup, pour terminer, si vous le permettez, ça veut dire que aussi il a mis en évidence la nécessité de la rigueur dans les écoles professionnelles. Parce que là, il faut que chaque étudiant se mette à l'esprit que je ne suis pas au-dessus des règlements intérieurs de mon établissement. D'accord. Zerbo, rapidement 30. Voilà, moi, je crois savoir qu'il y a peut-être eu un problème de communication entre l'administration et ces élèves-là. Les élèves ne peuvent pas dire, les étudiants, je vais dire. Bon, ils sont un peu grands, oui. Voilà. Non, puisque... Ils ont dit c'est pas une matière obligatoire. C'est les propos des élèves. C'est pas vrai. Voilà, c'est les propos. Non, moi je me dis que certainement que ils ont parlé là. Ils ont brandi ça devant qui? C'est pas vrai. Bon, vous voyez, vous voyez, oui. Bon. Chacun tire face à une situation, chacun tire la couverture de son côté. Oui. Mais si les élèves disent que bon, l'administration a dit que c'est pas une matière obligatoire, c'est que quelque part aussi il y a eu un problème de communication. Mais si on dit que c'est pas une matière obligatoire, c'est comme une épreuve de français et d'histoire géo. Si on te laisse le choix de choisir, c'est pas vrai. Même pendant l'immersion, ce sont les propos des étudiants. On a rencontré des étudiants, on les a appelés au téléphone, on leur a dit allez-y à l'immersion parce que. Mais ils ont refusé délibérément. Donc c'est pas un problème de communication. D'accord. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Était avec nous sur ce plateau Moutamo Kani, directeur de publication de l'Express du Faso, Ismaël Sartunin Paré, journaliste reporter à la RTB de télévision, Serge T, journaliste à LPC, la radio Liberté de parler et de communiquer, et enfin Ahmed Zerbo, directeur de publication du journal Libération. Merci chers confrères d'avoir répondu à notre invitation, à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci pour la fidélité au programme de notre chaîne, la RTB2, à dimanche prochain. Dieu voulant pour un nouveau rendez-vous. En attendant, retrouvez ce numéro de votre émission en rediffusion ce lundi après 22h30.